Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 7 octobre 2021. Avant toute chose, je tenais à vous informer que je serai absent demain. Il n'y aura donc pas de briefing des marchés. Je vous retrouverai à partir de lundi. En parallèle, n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter qui est gratuite, je rappelle, une newsletter que j'écris chaque mois pour vous tenir informé de l'actualité des marchés et vous fournir un peu un condensé très clairement d'actualité, faire un tour d'horizon pour savoir ce qu'il se passe sur les marchés. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter mensuelle, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Elle est gratuite et le lien d'inscription est disponible dans la description de la vidéo YouTube. Elle sera normalement envoyée en début de semaine d'ici lundi ou mardi prochain. Sur ce, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, où on constate un rebond une nouvelle fois ce matin en Europe, rassuré notamment par un espoir d'accord au Sénat sur le plafond de la dette US. Wall Street hier a quand même terminé en hausse, alors que les investisseurs ont été rassurés par la possibilité qu'un accord bipartite sur le plafond de la dette publique des États-Unis soit obtenu au Congrès américain pour éviter justement un défaut de paiement qui aurait des répercussions quand même catastrophiques. Alors, le chef de file de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré hier que son parti était disposé à soutenir une suspension jusqu'en décembre du plafond de la dette fédérale américaine, laissant ainsi entrevoir la fin d'une impasse bipartite menaçant justement de plonger les États-Unis dans une situation un peu inédite. Alors, hier, durant une grande partie de la séance, la tendance fut quand même orientée à la baisse, mais on a eu quand même des données montrant la solidité du marché de l'emploi aux États-Unis qui a permis de déclencher un rebond et cela a alimenté l'hypothèse aussi de voir la Réserve fédérale opérer sous peu le resserrement de ces mesures de soutien à l'économie. Toutefois, le principal catalyseur de la semaine, je le rappelle, reste bien évidemment le NFP, le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis qui justement va donner un peu plus d'indications et de visibilité sur la politique monétaire de la Fed à venir dans les prochains mois et d'ici la fin de l'année, avec notamment, encore une fois, le fameux tapering. Les valeurs de croissance, justement, Amazon et Microsoft ont quand même progressé de plus de 1% hier face justement au recul du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, après quand même un plus haut de 3 mois au cours de la séance. Ce matin donc, les bourses européennes sont soutenues justement par l'espoir d'un compromis temporaire à Washington pour éviter le risque de défaut de paiement des États-Unis et aussi par le recul des prix de l'énergie qui avait quand même créé pas mal de turbulences cette semaine sur les marchés. Alors, les marchés devraient également être soutenus par on fera le point graphiquement, mais le repli des prix du pétrole et ceux du gaz naturel dont les nettes progressions ces derniers jours, comme vous le savez, ont nourri les craintes d'une flambée de l'inflation et d'une intervention surtout plus rapide que prévu des banques centrales pour réduire leurs mesures de soutien. Outre l'inflation, l'évolution du marché de l'emploi américain est un paramètre essentiel, comme je vous le disais, dans la politique monétaire de la Fed. De ce fait, la publication vendredi du rapport mensuel du département du travail sera, comme toujours, très suivie et très scrutée par les opérateurs. Hier, les résultats de l'enquête ADP ont montré justement un nombre de créations d'emplois dans le secteur privé nettement supérieur aux attentes. Et en attendant, c'est le chiffre cet après-midi des inscriptions au chômage aux États-Unis qui pourrait animer la séance
au cours de l'après-midi. Côté macro maintenant, ici, c'est un graphique qui représente le prix du gaz naturel en Europe et force est de constater qu'on a eu une envolée assez impressionnante des prix de l'énergie, notamment en Europe. Et cette hausse vertigineuse des prix européens et de l'électricité, bien évidemment, bouleverse les industries et les consommateurs énergivores. La crise énergétique que traverse l'Europe touche également le reste du monde. Des millions de personnes, à mon avis, à travers le monde, vont ressentir très clairement l'impact de la flambée des prix du gaz naturel cet hiver. Et on constate quand même qu'on a eu, il me semble, une envolée ici depuis le début de l'année. Enfin, les prix du gaz en Europe ont quasiment bondi, il me semble, entre 400 et 500%. C'est vraiment une hausse fulgurante. Et les conséquences géopolitiques sont aussi stupéfiantes puisque Poutine retrouve plus de pouvoir sur le devant de la scène mondiale, étant donné que face à la crise du gaz en Europe, le président Vladimir Poutine, hier, a laissé entendre que la Russie pouvait stabiliser le marché global. Donc là, ça a permis une détente sur les prix. Il a dit qu'il pouvait atteindre un record de livraison de leurs ressources énergétiques vers l'Europe, et y compris le gaz. Et en parallèle, on a aussi eu l'administration américaine qui a indiqué qu'elle se montrait prête à prendre l'initiative pour éviter notamment une montée des prix à la pompe. Donc très clairement, les politiques sortent du bois pour intervenir et essayer d'éviter une propagation et une propagation notamment de cette flambée un peu partout dans le monde et surtout que ça impacte derrière les consommateurs. Néanmoins, comme je vous le disais, cette hausse impressionnante des prix de l'énergie vont quand même impacter des millions de personnes à travers le monde et notamment sur le prix du gaz cet hiver. Pour l'instant, le marché recule un peu sur on a une détente, on va dire, sur les prix de l'énergie, mais pour autant, malgré la détente, on reste quand même sur des niveaux de prix. Regardez par rapport à 2017, 2008, 2019, où on avait quasiment une phase de range. Même si on a une détente et qu'on retombe en direction des 80 $, même 90, 70 $, forcément, à la fin, ça va se répercuter sur la facture des consommateurs, mais aussi des industriels. Et ça pourrait poser un problème dans les mois à venir. Ici, nous avons donc les projections de Goldman Sachs sur la décomposition de l'inflation future et transitoire ou permanente. Effectivement, c'est le grand débat et la grande question. D'un côté, des banques centrales qui nous disent que l'inflation est transitoire, d'autres économistes et même analystes de renom indique que l'inflation est là pour durer. Et selon Goldman Sachs, ici nous avons un peu la contribution selon les différentes catégories sur une année glissante à l'indice des prix à la consommation qui montre très clairement que voilà, l'inflation devrait quand même durer encore quelques mois avant de retomber. Donc, voici les prévisions de Goldman Sachs, notamment les prévisions notamment pour les mois et les semaines à venir. Et on constate très clairement que l'inflation pourrait en tout cas se stabiliser. Effectivement, là on a eu une montée en flèche ici en avril, juillet, même jusqu'à octobre. À partir d'octobre, on a commencé à se stabiliser notamment. Et donc, selon Goldman Sachs, l'inflation, en tout cas, devrait certes durer, mais se stabiliser. Après, reste à savoir comment les marchés vont interpréter et, et évoluer par la suite avec une inflation assez présente et qui pourrait quand même
susciter toujours des craintes forcément d'un resserrement de la politique monétaire, car je pense que très clairement, même si l'inflation est transitoire selon les banquiers centraux, ils ne s'attendaient pas, mais ça, ils ne le disent pas, ils le gardent pour eux en off, mais ils ne s'attendaient très clairement pas à ce que l'inflation se stabilise et soit quand même présente encore quelques mois. Donc forcément, même si elle est transitoire, selon eux, elle est là. Et pour l'instant, elle pourrait durer et se stabiliser. Donc là, pareil, il va falloir que les banquiers centraux sortent le grand jeu pour une nouvelle fois rassurer les marchés sur le fait que l'inflation va retomber à partir de 2022 pour justement éviter de nouvelles secousses et de nouvelles turbulences comme ce fut le cas actuellement sur les marchés et notamment avec les craintes suscitées de l'inflation à cause de la flambée des prix de l'énergie. Côté graphique, direction notre indice national, le CAC 40, qui de nouveau entame un rebond ce matin. Comme je vous le disais, porté par l'espoir d'un accord au Sénat et d'une détente sur les prix de l'énergie. Bon, néanmoins, on est dans un marché complexe, hein, très clairement. Actuellement, tous les rebonds sont vendus, comme vous avez pu le voir. À chaque fois qu'on a un énorme rebond, derrière, c'est revendu. Ici, on cale de nouveau sous un gros niveau qui jaune bas du nuage. Bon, sentiment encore une fois qu'on a un trou d'air et que ce gap sera comblé dans les jours à venir, sauf si bonne surprise sur le rapport US sur l'emploi du travail demain, et dans ce cas-là, sorti par le haut. Donc, pour l'instant, plutôt neutre sur les indices, car le catalyseur reste le rapport mensuel. Là, on peut très bien demain accélérer en direction des 6007, comme retomber et repartir après la semaine prochaine en direction des 6300 points. On a des marchés qui sont complexes, des investisseurs nerveux, et maintenant tous les regards se tournent justement vers ce fameux NFP qui va derrière permettre de prendre la température et de donner un peu plus de visibilité aux investisseurs. En tout cas, à court terme, plutôt neutre. Pour l'instant, les indices, c'est un peu la machine à laver, très clairement. On part à la baisse, à la hausse, à la baisse. On peut essayer toujours, mais avec prudence, encore une fois, de travailler ce bas de range, comme ce fut le cas hier. J'estime qu'on a potentiellement un range, pour moi, en donné 4 heures sur le 440, toujours entre 6007 et 6004, à l'intérieur, bien évidemment, d'un canal baissier. Et ici, je note effectivement la formation d'un double creux. Bon, comme je vous le disais, ça va se jouer demain, très clairement. On peut très bien repartir en direction du sud comme exploser. Alors oui, techniquement, j'ai un élément technique qui suggère une rotation complète des prix vers la borne haute, notamment avec la validation. Là, on est en train de valider, il faudra attendre la clôture de cette bougie 4 heures, mais on est en train de valider un double creux. Donc derrière, effectivement, si c'est confirmé, l'objectif, c'est d'aller chercher la borne haute du range et de sortir de ce fameux canal baissier. Voilà un peu comment je vois les choses maintenant sur le CAC 40. Néanmoins, je recommande d'être prudent car certes, on a une figure chartiste de retournement, mais tout peut basculer demain à la hausse comme à la baisse, étant donné que je m'attends à une forte volatilité, à mon avis, sur les indices après la publication du rapport mensuel sur l'emploi. En attendant, voici les zones clés toujours à travailler, à surveiller, pourquoi pas ce double creux, et dans ce cas-là, à protéger rapidement le trade. Néanmoins, je reste aussi un peu méfiant vis-à-vis de ce fameux trou d'air où on pourrait vite venir le combler et retomber si cet après-midi, les US en décident autrement.
Le DAX, finalement, ma zone n'a pas été atteinte sur le DAX. C'est bien dommage. J'avais une zone clé. Pour moi, c'était peut-être que le DAX va aller chercher cette zone un peu plus tard. Effectivement, j'avais pour moi la zone d'achat idéale, ça reste toujours cette moyenne mobile 50. Donc, elle devrait continuer à remonter une nouvelle fois. Donc, on va pouvoir l'ajuster à partir de la semaine prochaine. On est quasiment venu la chercher. Bon, il manquait pas grand-chose. Et en parallèle, surtout, c'était la Tenkan. Je pensais que le marché aurait eu la force d'aller chercher la Tenkan mensuelle hier. Il manquait vraiment pas grand-chose. Au final, ça a tenu. Donc là, maintenant, bon, effectivement, ça aurait permis un joli rebond en fin de séance hier et avec ce matin, si certains d'entre vous avaient réussi à se positionner sur cette zone. Pour moi, en tout cas, ça reste une zone clé qu'il va falloir affiner de nouveau la semaine prochaine, savoir où est-ce que la moyenne mobile 50 en données hebdo va remonter, mais ça reste ma zone à moyen terme. Si on repart à la baisse, cette zone-là que je vais surveiller pour tenter des achats à vos comptes. Maintenant, une nouvelle fois, le DAX, je reste à l'écart. Pour moi, j'ai pas de plan de trading à proposer. On a enfoncé la zone une première fois, on est repassé au-dessus, on la renfonce, on repasse une nouvelle fois au-dessus. Bref, la lessiveuse, j'ai envie de dire, de quoi se prendre vraiment des portes de saloon, des marchés assez complexes, un peu désorientés, qui ne savent pas vraiment dans quel sens évoluer. Voilà pourquoi maintenant je préfère me mettre à l'écart, ne pas proposer de stratégie, tout simplement car demain tout peut basculer, soit on repart à la hausse, soit de nouveau on repasse sous cette zone pour aller chercher derrière la fameuse zone des 14 780, 14 600. À court terme, ça reste baissier, hein, pour rappel, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, juste ici. Donc, théorie selon Charles Dow de la dynamique baissière, et tous les rebonds sont vendus à chaque fois. Voilà pourquoi un plan acheteur, non, je ne suis pas fan de proposer un plan acheteur sur cette zone. C'était au mieux le plus proche du bas de la zone, mais ici, pour moi, c'est un peu trop tard. Et surtout, on a quand même besoin d'avoir une confirmation avec les statistiques macro que l'on va avoir demain. Donc, à court terme, le DAX, c'est quand même baissier, toujours. La dynamique pourrait potentiellement changer si on parvient à casser la MM50 ici et repasser au-dessus des 15 310. Sinon, pour l'instant, ça reste baissier. Je n'exclus pas aussi une nouvelle fois le comblement de ce trou d'air, mais je n'ai pas de plan ou d'opportunité à vous proposer sur le DAX actuellement, étant donné que je trouve qu'on se situe un peu au milieu de nulle part et que les investisseurs sont dans l'attente de données clés pouvant justement leur donner un peu plus de visibilité pour la suite. Le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, pareil, plutôt dans un range de consolidation, très clairement en données 4 heures. Alors, je vais quand même basculer en données daily. Mais grosse hésitation de la part du Dow Jones, hein. On part à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse, de nouveau la hausse. Hier, avant l'ouverture, on était complètement dans le rouge sur les futurs. Finalement, ça tient. C'est la théorie du yo-yo, très clairement. Le marché est tiraillé, hésite, ne sait vraiment pas dans quelle direction aller. Encore une fois, travailler les zones toujours, mais le sentiment qu'on est dans un range. Néanmoins, techniquement, je remarque une amélioration d'un point de vue des prix qui suggère potentiellement une reprise de plus grande ampleur sur le Dow Jones. Plutôt un biais haussier, effectivement. D'une part, on va aller tout de suite voir les futurs, où là, je trouve qu'on a un peu plus d'indications sur les prix.
Mais effectivement, des futurs bien orientés, sortie de consolidation par le haut, et de nouveau, l'objectif, ce serait d'aller chercher la borne haute. Donc ici, le sentiment qu'on a un range. Voilà. On a un gros range daily avec un milieu de range juste ici. Donc ça, on va le mettre d'une couleur différente, ce rectangle. Donc ici, pour moi, c'est un range. Sentiment que le marché peut retourner sur la borne haute du range pour aller prendre appui, plutôt retester la MM50. Range entre 34 008 et 33 630. Et maintenant, si on affine, ici, pareil, il y avait un micro-range. Certains me disent un triangle ascendant, effectivement. En tout cas, on avait un beau niveau de résistance. Sur le S&P, je crois qu'on a même validé un double creux. Voilà pourquoi, si on regarde le S&P, voilà. Même un triple creux. Sortie de range par le haut, 1, 2, 3. Triple creux sur le S&P, c'est validé. Bon, logiquement, si le S&P accélère, le Dow Jones va aussi suivre. Autant ce serait le Nasdaq et le Dow Jones, c'est quand même deux indices différents, même si dans le Dow Jones, on a Apple et Microsoft. Néanmoins, le S&P 500, indice de référence plus large, qui comprend aussi des valeurs industrielles qu'est le Dow Jones. Forcément, quand je vois la structure du S&P, avec ce triple creux ici, si on reporte l'objectif théorique, tout porte à croire que le marché va poursuivre cette reprise haussière en direction des 4440. Donc sur le Dow Jones, j'ai le sentiment en tout cas que voilà, on est pareil dans le même mouvement. Et en gros, mon objectif, ce serait d'aller chercher les 34 800. Voilà, 400 points à la hausse pour revenir tester la borne haute de notre range, ici. Et après, il faudra surveiller les chandeliers pour savoir si on repart en direction du sud avec un chandelier de retournement ou au contraire, si par contre casse à la hausse, dans ce cas-là, forte probabilité de retourner vers les plus hauts historiques. Mais à court terme, range à travailler, sortie de consolidation ici par le haut, donc potentiellement accélération de nouveau à venir en direction des 34 800 points. L'euro-dollar. L'euro-dollar, bon, l'objectif a été fait au niveau des 1,1530. Pour rappel, on est quand même sur une fameuse zone de support hebdomadaire, voire même mensuelle. En données hebdo, bon, on travaille un peu, bon, on est venu déjà l'enfoncer, mais à confirmer encore une fois en clôture, mais la MM200 et le bas du nuage. En données daily, pour l'instant, pas d'éléments indiquant un rebond. Toutefois, c'est une zone qui va m'intéresser effectivement à l'achat. Mais encore une fois, avec le NFP demain, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma. On peut très bien accélérer en direction des 1,14,6, qui est une deuxième zone à travailler, ou déclencher un puissant rebond en direction des 1,1670. Voilà pourquoi surveillez aussi votre exposition au dollar, car demain, je m'attends d'une part à une forte volatilité sur les indices, mais aussi sur le Forex et notamment les paires adossées au dollar. Élément potentiellement intéressant à court terme, c'est la formation d'une divergence haussière. Effectivement, là, le RSI est venu taper la zone. Là, si je relis les deux points, ça me fait une légère divergence haussière. L'élément technique plaidant pour un creux de marché. Toutefois, il serait plus prudent et plus sage d'attendre le NFP, d'attendre que les investisseurs digèrent les annonces du NFP avant de se positionner. Maintenant, en données 4 heures, bon, pas convaincu, là pour le coup, la divergence n'est pas valide, étant donné que le RSI est repassé au-dessus de la zone des 50.
Pour rappel, le RSI est un indicateur borné, donc forcément, un des critères d'invalidation, c'est si entre les deux creux, ici, le RSI repasse au-dessus de 50, eh bien, on considère qu'il n'y a pas de divergence. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon webinaire sur les divergences, je vous invite à le faire pour justement éviter de tomber dans certains pièges. Maintenant, c'est toujours baissier, sentiment que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas, encore une fois, que là on travaille la résistance. J'aimerais très clairement la confirmation de la résistance, de la divergence en données daily. Car ici, on va avoir un gros morceau à franchir. Hein. Très clairement, l'euro reste sous pression, l'euro reste fébrile. Pour l'instant, on est peut-être allé un peu bas, un peu vite. Effectivement, on a une belle chute ici. Cette zone, forcément, m'intéresse. Peut-être que certains d'entre vous ont tenté des achats ici sur des unités de temps plus courtes. Dans ce cas-là, je vous invite très clairement à protéger rapidement votre stop. Pour les autres, d'attendre demain le NFP, tout simplement pour éviter de vous prendre des portes de saloon dans la tête. En données horaires, est-ce qu'on a un peu plus d'indications sur l'euro? Pas spécialement. Bon, ça reste quand même assez baissier. Et on fera surtout le point lundi sur cette paire. Mais effectivement, voilà, on peut déjà commencer à surveiller la divergence. Et je n'exclus pas, c'est le scénario que j'ai, on verra bien, mais c'est un rebond ici pour de nouveau aller chercher la Tenkan. C'est rebond technique, je ne sais pas si on va avoir une reprise haussière très clairement, mais viser retour sur Tenkan, pourquoi pas retour sur la bande basse, peut-être avant de retomber en direction des 1,14,6. Sinon, si demain on enfonce cette zone, eh bien c'est de nouveau cette zone. Là, on est vraiment sur deux grosses zones mensuelles, voire hebdomadaires de support. Autant ici, on n'avait pas grand-chose, mais là, très clairement, je m'attends à une réaction positive de la part des acheteurs sur un de ces deux niveaux. Donc là, on est venu chercher au pips press niveau. Maintenant, est-ce que les acheteurs ont quelque chose dans le ventre pour tenter d'amorcer un rebond? Peut-être pas sur ce niveau, peut-être que ce sera sur celui-là. Mais là, très clairement, plutôt limiter les ventes, très clairement, et tenter de chercher des achats sur les zones clés. Voilà mon avis en tout cas sur cette paire. Là, l'euro AUD, le plan de la semaine, se valide enfin. Confirmation de l'épaule tête-épaule. Donc là, c'est bon signe. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà positionnés, d'autres attendent peut-être un pullback, mais en tout cas, ça y est, c'est chose faite. Clôture, comme j'attendais, sous les 1,59. En parallèle de notre oblique haussière. Maintenant, TP1, ce serait 1,5745 et TP2, objectif théorique de l'ETE. Après, à vous de voir où est-ce que vous placez votre stop loss. La théorie dit de placer le stop loss juste au-dessus de la deuxième épaule. Effectivement, ça peut faire un peu loin. D'autres essaieront de le placer au milieu. Pourquoi pas au milieu, juste ici, pour avoir un meilleur ratio, effectivement. On va essayer d'affiner en données affichées. Là, je veux voir en données hebdomadaires. Voilà, en données hebdomadaires, c'est intéressant. On est en train d'enfoncer la Kijun. Pareil pour la MM50. Donc là, c'est plutôt un bon point en données hebdomadaires déjà. Maintenant, en données 4 heures, voir un peu l'accélération qu'on a eue. Les prix sont assez éloignés de la Tenkan. On constate très clairement que un pullback est envisageable. Là, on est un peu en pleine accélération baissière. Bon, essayer d'attendre potentiellement un rebond pour affiner la prise de position et viser ici en TP1. Derrière, mettre son stop à break-even
pourquoi pas prendre quelques bénéfices et puis espérer que le marché aille chercher l'objectif théorique à 1,5460. Et avec un stop loss, la théorie, après, encore une fois, c'est à vous d'adapter votre money management et votre gestion du risque. La théorie, selon l'analyse graphique, dit de placer le stop au-dessus de l'épaule, de la deuxième épaule. Maintenant, effectivement, ça n'offre pas forcément un ratio très bon. Dans ce cas-là, on peut essayer de chercher une zone intermédiaire. Et là, pour moi, je remarque qu'on a une zone ici de prix de résistance assez large, mais où le marché a pas mal travaillé. C'est une grosse zone, donc pourquoi pas mettre voilà, un stop juste au-dessus de cette zone, au-dessus de la MM50, au-dessus de la zone, attendre un pullback et puis laisser faire le marché. En tout cas, pour moi, plutôt un biais baissier maintenant sur cette paire et je ferai le suivi la semaine prochaine pour savoir si oui ou non le marché valide ou invalide ce plan de trading. L'euro GBP. Alors l'euro GBP, c'est une paire qui est très clairement dans un range depuis beaucoup de temps. Baisser le RSI, on va réajuster le range. Voilà. Alors, on est dans un range hebdomadaire, toujours sur cette paire. Voilà, là c'est plus propre. On va dans un premier temps cacher l'Ichimoku. Alors, on est dans un énorme range hebdomadaire entre 0,83 et 0,93. On a déjà amorcé la nouvelle rotation complète des prix vers la borne basse. Et à court terme, on consolide dans un espèce de range, voire même de triangle. Ici, on pourrait tracer éventuellement un triangle descendant. On n'a pas vraiment eu des rotations complètes de prix. Voilà le plan. Très clairement sur cette paire, c'est clôture sous les 0,94, 0,84, 60, 68 très clairement. Dans ce cas-là, eh bien, opter pour une stratégie vendeuse afin d'aller chercher l'objectif qui est la borne basse du range, donc les 0,83. Sinon, de nouveau, travailler ce range un peu en daily. Encore une fois, la théorie du trading range nous invite à une rotation complète des prix. Donc, plaide pour une sortie par le bas afin d'aller chercher les 0,83. Maintenant, si on affine en données daily, en étant donné hebdomadaire, voilà, comme je vous disais, j'avais tracé un premier range ici. Finalement, le range, on voit que le marché ne parvient pas en tout cas à aller chercher plus haut, donc très clairement une résistance dans le range, tout à fait possible. Et si on affine un peu, voilà, sentiment d'avoir une évolution un peu dans un triangle descendant. Il n'est pas super propre, je le reconnais. D'habitude, je préfère les triangles avec de belles oscillations. Ici, c'est un peu saccadé, un peu haché, je trouve. Bref, néanmoins, on constate très clairement qu'on est dans une phase de stabilisation, de consolidation, voilà, dans l'attente du prochain catalyseur afin de déclencher un flux directionnel. Donc ici, la stratégie pour moi sur cette paire, ça va être une nouvelle fois de tenter soit des achats sur la borne basse, sur signal, comme ce fut le cas ici avec ce bel avalement haussier. Sinon, en cas de cassure, tout simplement, eh bien, une clôture, ne vous faites pas voir, hein, vraiment une clôture sous les mèches ici, sous les 0,8460 très clairement. En cas de clôture sous la mèche, optez pour une stratégie vendeuse avec un stop loss juste au milieu, au-dessus voilà, des espèces de mèches qu'on a eu tout le long ici, au-dessus de ce niveau, pour justement aller chercher l'objectif final
qui est la borne basse de notre fameux range hebdomadaire. Voilà pareil, un plan que je surveille, mais qui, je pense, devrait potentiellement se valider à partir de la semaine prochaine. Donc voilà le plan pour moi à surveiller pour la semaine prochaine. Le gold maintenant. Le gold, je reste à l'écart toujours. Encore une fois, l'épaule tête-épaule a échoué. De toute façon, on a un cumul d'épaule tête-épaule. Je crois que la seule qui a fonctionné, c'est sûrement celle-là. Et encore. Mais ici, est-ce qu'on va... Voilà, hier on avait l'épaule, tête, épaule, validé, au final ça ne tient pas. C'est boum, invalidation. Donc, maintenant, est-ce qu'on va se rattacher, on va dire, de nouveau à cette épaule, tête, épaule, sachant que la deuxième épaule n'est pas très belle. Ça ressemble plutôt à un range. Là, autant on a une belle amplitude, là, on a une tête plutôt convenable. Alors que là, ici, c'est un peu, voilà, c'est un peu tout petit, voilà, c'est pas une belle amplitude. Bon, je suis pas fan actuellement de l'or, en tout cas sur les niveaux sur lesquels on se trouve, j'attendrai encore un peu. Vous connaissez maintenant ma zone idéale sur le gold, mais à court terme, je suis tiraillé. Tout simplement, je trouve que la hausse du dollar me bloque très clairement. D'une part, la hausse du dollar et surtout l'envolée des rendements à 10 ans, enfin, l'envolée des rendements obligataires. Forcément, c'est deux freins et c'est ce que regardent essentiellement les investisseurs. C'est comment se comporte le rendement obligataire et comment se comporte le dollar. Si les rendements obligataires poursuivent leur ascension et que le dollar continue de se renforcer, je vois mal le gold repartir en direction des 1800 et 1830. C'est juste pas possible, ça me paraît trop compliqué en tout cas. Même si la chute des marchés fait que les investisseurs se positionnent sur les valeurs refuges, notamment le franc suisse qui s'est quand même pas mal renforcé, donc forcément on s'intéresse quand même à l'or. Mais j'ai deux éléments qui fondamentalement, et là je ne parle pas techniquement, mais d'un point de vue fondamental, me disent que c'est encore trop tôt peut-être sur le gold. Là, je ne parle pas technique, très clairement, c'est plutôt voilà, les fondamentaux qui me bloquent actuellement sur le gold et qui m'empêchent très clairement de proposer une intervention sur ces niveaux-là. Pareil, peut-être que demain, les chiffres sur l'emploi pourraient impacter le cours de l'or. Effectivement, techniquement, on a eu cet avalement ici qui plaide pour potentiellement un creux de marché, mais je trouve ça fragile. Je trouve que ça manque de carburant, tout simplement, et forcément, le contexte, au vu du contexte macro actuellement sur le gold, forcément, c'est compliqué pour les métaux précieux, pour l'ensemble des métaux précieux, pour redémarrer. Voilà mon sentiment que j'ai. Vendre, pas spécialement non plus, étant donné qu'on est, si là on se base uniquement sur le technique, eh bien vendre, non, on est sous un support, donc en plus un gros support, donc on attendra la cassure, mais acheter, je suis pas non plus très fan, étant donné le contexte actuel. Pour l'instant, je trouve qu'on manque de visibilité, je préfère me mettre à l'écart et attendre tout simplement que la poussière retombe. Dans les phases un peu complexes de marché, si vous n'êtes pas sûr de votre coût, eh bien, allez sur d'autres classes d'actifs où là, voilà, c'est plus fluide, c'est plus facile à lire et parfois il y a des marchés qui vous semblent d'habitude faciles à lire et qui du jour au lendemain deviennent un peu plus complexes. Effectivement, sur le gold, voilà, d'un point de vue hebdomadaire, oui, effectivement, on a ce range. Si on regarde ici, on a un marteau en données hebdomadaires. Sur la borne basse du range, bon, en tout cas, vendeur, plutôt si on repasse sous les 1750 pour aller chercher la prochaine zone. Sinon, en attendant, voilà, je surveille vraiment les clôtures hebdomadaires car malgré les excès baissiers,
force est de constater que finalement, on est dans un énorme range entre 1830 et 1750. Et que ici, on se trouve à la croisée des chemins, même si ce chandelier qui forme un marteau, eh bien, logiquement, devrait confirmer une reprise haussière. Le seul bémol, comme je vous le disais, c'est le contexte macro qui ne plaide pas pour une reprise haussière à court terme. Bien entendu, je parle à court terme. Voilà pourquoi j'aurais besoin d'une certaine accalmie, si vous voulez, sur le dollar et sur les taux pour vraiment m'affirmer sur une reprise haussière sur le gold. Le Brent, parfait, le signal a été donné. J'évoquais avec vous hier en données 4 heures. J'étais un peu plus prudent, certes, c'est vrai, en vous disant j'aimerais un signal daily. Néanmoins, je vous parlais depuis des semaines de la fameuse zone haute sur le WTI et sur le light. On a eu une belle réaction des prix. Donc ici, on a eu un signal en amont en données 4 heures. Néanmoins, ce dernier, par la suite, a été bien confirmé avec l'apparition d'un avalement haussier. Et là, en plus, toutes les conditions sont réunies, à savoir, on a ouvert avec un gap haussier hier et derrière, bel avalement sur zone. Donc là, effectivement, j'arrête d'être haussier et je passe baissier à court terme. À protéger assez rapidement, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'avalement hier et ont pris position par la suite. Effectivement, ça a déjà donné quelques points à la baisse. Par contre, on est sur une grosse zone ici. Donc, soyez prudents, ajustez bien votre stop et surveillez bien, car voilà, j'estime là qu'on a une fin de hausse à court terme. Après, est-ce que c'est un repli ou enfin une correction de marché qui pourrait nous amener, justement sur la bande basse du canal? Voilà. Ça, c'est une condition difficile à déterminer. Là, maintenant, ce que je vais surveiller, ça va être la cassure voilà, du triple niveau de résistance, du triple niveau de support, avec support horizontal, MM50, oblique haussière, et je suis sûr qu'il y a la key jaune qui est pas loin. Oh, on l'a déjà breaké. Ok. Mais ici, on est en zone chaude. Mais effectivement, voilà pourquoi je vous disais voilà, de bien surveiller, d'être réactif sur le pétrole. On a eu un avalement, alors, sauf si vous êtes rentré sur l'avalement 4 heures, dans ce cas-là, bon, bah, vous avez de la marge. Celles et ceux qui sont plutôt rentrés sur l'avalement daily hier suite à la clôture, donc l'entrée s'est faite par ici. Pareil, vous êtes légèrement en gain. Maintenant, pour accélérer à la baisse, vous comprenez qu'il va falloir que le marché brise l'ancienne zone de support couplée à la MM50, couplée à l'oblique. Et dans ce cas-là, en cas de cassure de cette zone, on visera 77,20. Ce serait le premier objectif. En tout cas, au vu de l'avalement baissier, là, c'est un objectif, mais c'est censé déclencher un mouvement correctif assez important en avalement baissier. C'est un chandelier de retournement. Donc forcément, ici, c'est juste un repli de marché, c'est même pas une correction. C'est un repli au sein de la tendance. Donc derrière, pour moi, le TP1, ce serait même les 77,26. Et derrière, pourquoi pas, les 75,59. Après, on peut toujours céder de notre boussole, qui est Fibo. Et là, effectivement, vous voyez qu'on est déjà venu taper les 23,6. L'objectif, bon, c'est dommage, les retracements de Fibo ne s'alignent pas vraiment avec les niveaux de support et de résistance qu'on a pu tracer, sauf le niveau des 50, qui effectivement là est pertinent, mais le niveau des 38,2, lui, pas terrible. Bon, belle réaction quand même sur le niveau des 23,6.
Mais globalement, ce serait une cible en TP1 à 77 et en TP2 75-60. Voilà mon sentiment. Mais j'arrête d'être aussi à court terme. Je surveille la cassure. Pour moi, on a eu un chantier de retournement qui nous invite donc à une correction enfin sur le pétrole. De plus, on est dans la zone que j'attendais depuis maintenant des semaines. Maintenant, il faut que le marché brise ce triple niveau de support pour accélérer à la baisse. Donc, surveillez bien sur des unités de temps plus courtes la réaction des prix dans cette grosse zone. Le light, c'est exactement la même chose. Le chandelier est le même. C'est un avalement baissier aussi. Donc, le plan, c'est exactement la même chose. En fait, je ne vais pas me répéter pour le WTI et le Brent, mais voilà, je vous parlais de cette zone mensuelle en place depuis pas mal de temps. J'évoquais déjà la zone depuis le mois de juillet. On est dans la zone, gap haussier, on a avalé la bougie précédente. Bon, mise en place du plan vendeur. Et pour moi, le sentiment que le marché commence à s'essouffler et que suite aux annonces hier de Poutine, on pourrait avoir une détente sur les prix de l'énergie. Et là, même constat, j'aimerais bien qu'on enfonce en clôture le précédent sommet, ici. Là, c'est le cas actuellement, c'est un peu limite, mais si en clôture, on confirme l'incursion sous le précédent top, dans ce cas-là, TP1 ici et TP2, ce serait les 71,50. Encore une fois, on peut prendre aussi notre boussole avec Fibo, comme toujours. Voilà, là, ce serait de casser les 74-70 pour espérer aller chercher un peu plus loin. Et même constat, je trouve que c'est si le niveau des 38,2 est pertinent, effectivement, là ça a bloqué, pullback, on est quasiment venu chercher donc les 38,2 et après le niveau des 50. Et pour l'instant, on est uniquement sur un repli. Maintenant, j'aimerais que ce chandelier se valide. Pour l'instant, il est confirmé en tout cas, mais qu'il se valide en déclenchant vraiment un recul, tout simplement une véritable correction, étant donné qu'on est quand même sur un pattern de retournement. Mais comme sur le Brent, on bloque encore un peu sur un beau niveau de support, MM50, l'ancien top ici et surtout l'ancien top de juillet. Ici, il faudra ainsi surveiller la clôture sous ce niveau pour espérer une accélération à la baisse. Les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui s'est envolé suite aux annonces de Soros hier, qui a dit comme quoi il investissait dans le BTC. Non, je suis pas sur le BTC. Et on a eu deux choses intéressantes. La première, objectif atteint de sortie de Viso, donc celles et ceux qui sont positionnés par ici ou par là, eh bien, souriez, l'objectif a été atteint et en parallèle, on a brisé la fameuse résistance des 53 250. Maintenant, on sourit, on remonte son stop et on tente de garder quand même un reliquat. Car on a brisé cette fameuse résistance qui avait quand même provoqué derrière une belle correction. On était sur une zone de polarité, tout simplement. 53 250, 52 600, une belle zone de 500 $. Et là, c'est chose faite. Cassure par le haut. Maintenant, on peut espérer un pullback. Et certains d'entre vous peuvent tenter sur pullback, je pense, des achats avec un stop loss sous le bas de la zone pour viser la borne haute du canal et venir chercher la prochaine zone qui maintenant se situe juste ici. Hop, je vais mettre voilà.
La prochaine zone, c'est 57 000, on va arrondir, hein, 58 000, 58 800. Prochaine zone à franchir. Et après, bon, c'est des résistances ici intermédiaires. Là, on est quand même bien orienté pour aller chercher l'autre zone et même retourner, je trouve, visiter les plus hauts historiques. On a une belle dynamique haussière. On est dans une phase 2 de bull run. Ici, on a eu la phase 1, turbulence, redémarrage aussi de phase 2 de bull run. Et pour moi, si on break l'ATH ici, je vais maintenant une phase 3 de bull run. Pour l'instant, toujours dans la phase 2, mais bien orienté, fin de consolidation dans le bison, reprise haussière. On empile quand même les bougies vertes. Ici, à la cassure, on a quand même eu pas mal de volume comparé aux séances précédentes. On constate, si on met, qu'on mesure un peu les volumes. Voilà, très clairement, on a eu une séance accompagnée de volume sur cassure de cette résistance. Maintenant, on est en train d'effectuer le pullback. Et là, sur une unité de temps un peu plus courte, 15 minutes ou 1 heure, sur le pullback, pourquoi pas tenter de se repositionner dans le sens du flux pour aller chercher la borne haute de notre canal qui serait couplée à la fameuse zone des 58 350. Donc ça, c'est le plan à court terme. Pour les autres, celles et ceux qui sont positionnés ici, eh bien, gardez toujours un reliquat, remontez votre stop, bien évidemment. Là, on peut très facilement remonter le stop sous les 51 800 et ensuite se laisser porter par le courant acheteur le plus loin possible dans l'espoir que le marché aille chercher les 58 000 puis les 61 000 et très clairement inscrive un nouveau plus haut historique aussi. En données 4 heures, bon, après une belle accélération, c'est en train de se détendre effectivement. Voilà, je n'exclus pas tout simplement un retour dans la zone et sur des unités de temps un peu plus courtes, voilà, essayer de trouver des éléments indiquant un nouveau départ en direction du nord. En données hebdomadaires, bon, le marché est bien orienté. Maintenant, espérons qu'il ait suffisamment de carburant pour retourner visiter les plus hauts historiques. Enfin, l'Ethereum. Pareil, ça sent bon, je trouve, pour l'Ethereum. Les prix hier qui ont réussi enfin à sortir du nuage. Chico qui a réussi en parallèle à faire son incursion au niveau des prix, de la kit jaune, il manque plus que la Tenkan ici. Et on est bien parti pour aller chercher le TP, enfin le TP, le premier objectif à 3007. Bien sûr, mon objectif, c'est de nouveau la reconquête des plus hauts historiques. Mais en tout cas, bien orienté aussi sur le terrain toujours, pas d'alerte baissière, très clairement. En données 4 heures, j'aime bien, je n'avais pas vu hier à 14 heures la cassure Tenkan Kijun avec une belle bougie flux. Dommage que ce soit orienté à la hausse et que ce ne soit pas un plat. J'aurais préféré un plat. Mais bon, c'est quand même intéressant cette bougie flux en cassure Tenkan Kijun. Donc là, très clairement, je garde toujours mon objectif à 3700 $. Mais par la suite, c'est retour en direction des 4000. Pareil, celles et ceux qui sont positionnés là, eh bien, au fur et à mesure que les prix grimpent, prennent des bénéfices, logiquement ont déjà pris une partie de leurs bénéfices en ayant atteint l'objectif théorique de sortie de range, et maintenant garder un reliquat dans l'espoir que le marché accélère de nouveau, et surtout accompagner cette tendance le plus loin possible jusqu'à qu'on constate soit un énorme essoufflement, soit un retournement de marché.
Et là, pour l'instant, les acheteurs gardent la main, c'est haussier, on s'installe dans une bonne reprise haussière, pas d'inquiétude, pas d'alerte baissière. Ainsi, voilà, on fait de la gestion de position maintenant. Point barre. Gestion de position, on remonte les stops, en stop win, toujours sous la MM50, pourquoi pas un peu plus haut ici. Et bien évidemment, on va commencer à aller travailler un niveau clé, les 3700, mais qui pour moi ne constitue pas le niveau le plus important. C'est un niveau intermédiaire, mais le vrai niveau qui va m'intéresser, c'est cette grosse zone de prix, 4002, 3000. 3000, enfin 4000, 4002. Très clairement, là, il y a une très grosse zone. Et là, ce sera le gros morceau que l'Ethereum va devoir travailler. Et peut-être que certains me diront, oui, mais il y a une tasse avec anse. Et donc, si on casse derrière, on pourrait aller chercher très haut. Effectivement, je ne suis pas fan de cette figure-là, ce qu'on appelle la tasse avec anse, car à l'origine, cette figure n'existait pas. Elle est apparue bien plus tard dans certains bouquins d'analyse technique et certains techniciens de marché ne la valident pas. Les Américains aiment bien cette figure-là en attendant. Et effectivement, parfois, elle offre de belles impulsions à la hausse ou à la baisse. Et là, en plus, ce serait sur une cassure des plus hauts historiques. Voilà pourquoi, pour le coup, elle m'intéresse un peu plus. Et effectivement, ça en prend la forme. Néanmoins, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Avançons pas à pas. Jeu de la patience. 3007, premier objectif. Ensuite, la zone. Et on fera le point une fois qu'on sera ici pour déterminer si oui ou non l'Ethereum va poursuivre son ascension vers de nouveaux records. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour rappel, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle si vous souhaitez recevoir du contenu et des informations sur les marchés financiers, notamment avec les secousses et les turbulences qui se passent actuellement. Ce contenu, bien évidemment, est gratuit. Pour rappel, je suis aussi absent demain, donc pas de briefing. Je vous retrouve la semaine prochaine dès lundi. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec le NFP. Attention à votre exposition au dollar. Excellent trade à vous, très bonne journée, très bon week-end aussi. Et je vous dis à lundi pour un point complet sur la planète finance.